L'histoire de notre planète est jalonnée de nombreux événements dramatiques et profonds qui ont bouleversé la vie sur Terre. Parmi les phénomènes les plus marquants figurent les extinctions de masse, des épisodes où une proportion significative de la biodiversité mondiale disparaît rapidement sur une échelle géologique. Comprendre ces extinctions est crucial pour percevoir l'évolution de la vie et les mécanismes qui peuvent, brutalement, en modifier le cours. Lorsqu'on parle d'extinction de masse, on fait référence à des périodes relativement courtes à l'échelle des millions d'années, durant lesquelles un très grand nombre d'espèces, souvent à hauteur de 50%, voire plus, des formes de vie, s'éteignent simultanément, ou presque. Ces événements restent gravés dans les archives fossiles et témoignent d'une instabilité écologique majeure. Il existe 5 extinctions de masse considérées comme majeures dans l'histoire de la Terre, souvent baptisées Big Five. L'extinction de l'Ordovicien silurien, il y a environ 445 millions d'années. Celle du Dévonien tardif, il y a environ 375 millions d'années. L'extinction du Permien-Trias, il y a environ 252 millions d'années. L'extinction du Trias jurassique, il y a environ 201 millions d'années. Et enfin, celle du Crétacé-Paléogène, il y a environ 66 millions d'années, qui demeure la plus célèbre grâce, notamment, à la disparition des dinosaures non-aviens. L'histoire scientifique des extinctions de masse connaît une évolution fascinante. Au XIXe siècle, les premières découvertes de fossiles éteints, comme les coquilles d'ammonites disparues ou les impressions de reptiles gigantesques, ont commencé à suggérer que la vie évoluait et changeait profondément au fil du temps. Toutefois, ce n'est qu'au XXe siècle, à travers les travaux de paléontologues et de géologues, que les extinctions de masse ont été véritablement conceptualisées. L'illusion d'une vie linéaire et progressive a volé en éclats lorsque les chercheurs ont compris que certaines crises écologiques avaient décimé brutalement une grande partie des espèces existantes. Le changement de paradigme majeur a été introduit dans les années 1980 avec la proposition de l'hypothèse de l'impact d'un astéroïde dans la région de Chicxulub, au Mexique, comme cause principale de l'extinction du Crétacé-Paléogène. Cette hypothèse a profondément modifié notre compréhension des extinctions, en soulignant le rôle des événements catastrophiques soudains, en opposition aux forces uniquement graduelles et biologiques, alors privilégiées. À travers les décennies, plusieurs concepts clés ont émergé pour décrire et expliquer la dynamique de ces extinctions. Le premier est celui de la sélectivité de l'extinction. Quelles espèces, groupes ou niches écologiques sont plus vulnérables et pourquoi? Les facteurs de vulnérabilité peuvent être liés à la taille du corps, au régime alimentaire, à la capacité de dispersion ou à l'adaptation écologique des organismes. Cette sélectivité éclaire la compréhension des causes profondes derrière les pertes, alors que tous les groupes ne disparaissent pas uniformément. Un autre concept essentiel est celui du temps géologique de la crise. Les extinctions de masse, bien que rapides à l'échelle des temps géologiques, ne sont pas toujours instantanées. Leur durée peut s'étendre sur plusieurs milliers à plusieurs centaines de milliers d'années, ce qui laisse supposer une interaction complexe entre différents facteurs, qu'ils soient environnementaux, climatiques ou biologiques. Le rôle des facteurs environnementaux et géologiques est évidemment central. Certaines extinctions majeures sont liées à des bouleversements climatiques intenses, à des perturbations océaniques, ou encore à des éruptions volcaniques de grande ampleur. Ces phénomènes modifient l'atmosphère, les températures, la chimie des océans et les chaînes alimentaires, créant des cascades d'effets souvent mortels. La notion de multicausalité domine aujourd'hui la réflexion scientifique concernant ces événements. L'idée que ces extinctions soient dues à une seule cause, comme un choc d'astéroïdes ou un volcanisme massif,
s'est complexifiée au profit d'une vision intégrée. Des facteurs tels que la déstabilisation écologique chronique, des changements climatiques progressifs, l'activité volcanique intense et des impacts cosmiques peuvent agir conjointement, s'imbriquant pour sceller le sort des espèces. En explorant les grandes extinctions, nous touchons à une histoire de résilience et de renouveau. Bien que des groupes entiers disparaissent, d'autres survivent et s'adaptent, ouvrant la voie à de nouvelles formes de vie et à la diversification. L'étude de ces phénomènes, au-delà d'être un regard sur le passé, est une mise en garde pour le présent. En effet, dans un contexte contemporain marqué par des pressions écologiques croissantes, l'analogie avec les crises passées peut nous éclairer sur les risques, les vulnérabilités et surtout les mécanismes possibles de récupération de la biosphère. Ainsi, ce panorama historique et conceptuel des grandes extinctions de masse pose les bases nécessaires pour explorer de façon plus détaillée les causes spécifiques et les mécanismes impliqués dans la crise de la limite Crétacé-Paléogène, sujet principal qui suit. Nous verrons comment les hypothèses autour de l'impact de Chicxulub, du volcanisme du Deccan et d'autres facteurs environnementaux s'articulent pour expliquer cette disparition spectaculaire, ainsi que ses conséquences durables sur la vie terrestre et marine. Nous abordons désormais l'un des chapitres les plus étudiés et fascinants de l'histoire de la vie sur Terre. L'extinction du Crétacé-Paléogène, souvent abrégé en KPG. Survenue il y a environ 66 millions d'années, cette extinction marque la fin du règne des dinosaures non aviens et affecte profondément la biodiversité marine et terrestre. Elle ouvre la voie à des dynamiques évolutives nouvelles, notamment l'essor des mammifères et, par la suite, l'apparition des premiers ancêtres de l'homme. Les chercheurs ont élaboré au fil du temps plusieurs modèles pour tenter d'expliquer cette disparition massive. Ces modèles cherchent à comprendre non seulement les causes immédiates, mais aussi les facteurs sous-jacents et les interactions potentielles entre phénomènes naturels. L'étude des différentes hypothèses est essentielle pour saisir la complexité de cette extinction et éviter une approche simpliste, quasi mécanique. La première, et la plus emblématique des théories, est celle de l'impact d'un astéroïde ou d'une comète. Cette hypothèse a été mise en lumière dans les années 1980, notamment grâce aux travaux de Luis Alvarez et ses collègues, qui ont identifié un pic anormal d'iridium dans les couches géologiques correspondant à la limite KPG. L'iridium est un élément rare dans la croûte terrestre, mais abondant dans les météorites, suggérant une origine extraterrestre. Un cratère d'impact massif fut ensuite découvert dans la péninsule du Yucatan au Mexique, nommé Chicxulub, d'environ 180 km de diamètre, parfaitement daté de cette époque. Ce choc colossal aurait engendré des effets catastrophiques à l'échelle globale. Tsunamis gigantesques, incendies de forêts étendues, obscurcissement prolongé du ciel qui aurait bloqué la lumière solaire, entraînant un effondrement des chaînes alimentaires. Cependant, si l'impact de Chicxulub est aujourd'hui largement reconnu comme un acteur central, il ne suffit pas à expliquer tous les aspects de cette extinction. En effet, certains indices et données suggèrent que d'autres facteurs ont pu jouer un rôle important, voire dominant, dans certains contextes régionaux ou temporels. Un modèle alternatif, ou plutôt complémentaire, met en avant l'intense volcanisme associé aux trappes du Deccan, en Inde. Ces vastes éruptions volcaniques, survenues sur une période s'étalant avant et autour de la limite KPG, ont déversé d'immenses quantités de lave et dégazé des volumes colossaux de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, CO2, et le dioxyde de soufre, SO2. Ces émanations ont pu générer des perturbations climatiques majeures, comme un réchauffement global, suivi peut-être d'un refroidissement suite à l'aérosol sulfurique,
une acidification des océans et une modification de l'habitat naturel pour de nombreuses espèces. L'idée que l'extinction résulterait d'une combinaison de ces épisodes volcaniques prolongés et d'un événement brutaux comme l'impact s'impose donc progressivement. Parallèlement, certains chercheurs insistent sur des causes plus graduelles. La crise aurait été précédée par des changements environnementaux profonds, comme des fluctuations du niveau marin, une baisse généralisée de la température, des modifications de la composition chimique des océans et une réduction progressive de la biodiversité. Ces changements auraient fragilisé les écosystèmes, les rendant vulnérables à un choc supplémentaire. Cette hypothèse évoque donc une extinction multiphasée, complexifiée par des interactions entre divers paramètres environnementaux et biologiques. Un autre modèle explore la notion de perturbations écologiques complexes, ayant entraîné une cascade d'effondrements dans les chaînes alimentaires. Par exemple, la disparition rapide de groupes clés, comme les ammonites et certaines formes de plancton, a pu engendrer des répercussions en cascade sur les espèces dépendantes. Ce modèle met l'accent sur les mécanismes internes aux écosystèmes, où des pertes partielles peuvent provoquer des effets en cascade, accélérant l'effondrement global. Enfin, certaines hypothèses moins soutenues, mais intrigantes, abordent aussi la possibilité d'épisodes combinés d'anomalies géochimiques, d'intenses libérations de méthane à partir des fonds océaniques, ou même de catastrophes biologiques telles que des maladies pandémiques. Bien que ces idées soient discutées et controversées, elles enrichissent le tableau des possibles facteurs contribuant à cette extinction. En résumé, les modèles explicatifs de l'extinction KPG s'articulent autour de 3 axes principaux. 1. Le modèle de l'impact extraterrestre unique, centré sur le choc de Chicxulub, avec ses conséquences catastrophiques immédiates. 2. Le modèle du volcanisme prolongé du Dekkan, susceptible de modifier progressivement le climat et d'affecter les habitats sur une période étendue. 3. Une vision intégrée et multicausale, combinant à la fois impact, volcanisme, fluctuations environnementales et dynamiques écologiques complexes. L'étude approfondie de ces modèles ne se limite pas à la validation d'une seule hypothèse, mais cherche à comprendre comment ces multiples phénomènes ont pu interagir, parfois de manière synergique, pour provoquer une extinction aussi massive. Cette réflexion conduit à dépasser la notion d'événement unique vers une compréhension plus nuancée des phénomènes catastrophiques et de leurs répercussions à l'échelle planétaire. La suite de notre exploration s'attachera à examiner spécifiquement les origines et les caractéristiques de l'impact de Chicxulub, en nous appuyant sur les nombreuses preuves géologiques accumulées. Cela nous permettra d'approfondir la nature de cet événement et son rôle dans la disparition du Crétacé. Mais avant cela, garder à l'esprit le contexte multifacteur est fondamental pour bien saisir la complexité de cet épisode marquant de l'histoire de la Terre. L'impact de Chicxulub constitue l'un des événements les plus emblématiques et étudiés de l'histoire géologique récente, tant pour ses conséquences dramatiques que pour la richesse des découvertes qu'il a suscitées. Ce choc colossal, survenu il y a environ 66 millions d'années, coïncide précisément avec la limite Crétacé-Paléogène, KPG, et est aujourd'hui largement reconnu comme l'un des principaux facteurs ayant causé une extinction de masse majeure, qui a notamment entraîné la disparition des dinosaures non-aviens. Non, faisons un retour sur la découverte de ce site d'impact unique, ses caractéristiques géologiques et les preuves qui ont permis d'asseoir son rôle crucial dans cette extinction. La première grande percée remonte aux années 1980, lorsque Luis Alvarez, son fils Walter Alvarez et leurs collègues ont mis en évidence une anomalie géochimique dans certaines couches sédimentaires du monde entier.
notamment en Italie. Ils ont détecté un enrichissement massif en iridium, un élément rarissime dans la croûte terrestre, mais abondant dans les météorites. Cette découverte a conduit à formuler l'hypothèse qu'un corps extraterrestre avait frappé la Terre à la fin du Crétacé, projetant l'iridium et d'autres matériaux dans l'atmosphère, qui furent ensuite retrouvés dans ses couches. Mais le véritable site de l'impact demeurait inconnu jusqu'aux travaux menés dans les années 1990, qui permirent d'identifier un gigantesque cratère enfoui sous la péninsule du Yucatan, au Mexique. Son nom, Chicxulub, provient du village voisin, et ce cratère mesure environ 180 km de diamètre, ce qui en fait l'un des plus grands cratères d'impact terrestre. L'étude géophysique par imagerie sismique en profondeur a révélé une structure complexe caractéristique d'un impact de très grande énergie, avec un anneau central rebondi, une évidente cassure de la croûte terrestre et des déformations massives du socle rocheux. Ce choc a libéré une énergie estimée à plusieurs milliards de fois celle de la bombe atomique d'Hiroshima, provoquant une dévastation immédiate sur des milliers de kilomètres. Outre sa taille, la datation précise du cratère Chicxulub concorde parfaitement avec la limite KPG déterminée par les géologues grâce à l'analyse des strates sédimentaires, fixant l'événement à 66 millions d'années environ. Cette corrélation temporelle renforce considérablement la connexion entre le choc et la crise biologique majeure. Parallèlement, des couches sédimentaires examinées dans de nombreux sites à travers le globe présentent un dépôt de sphérules d'impact. Il s'agit de minuscules billes de verre formées par la fonte instantanée de roches lors du choc. Ces microtectites, retrouvées bien au-delà du site mexicain, constituent une signature indéniable d'un impact mondial. Leur taille, composition chimique et distribution assurent un lien direct avec le cratère de Chicxulub. D'autres preuves complémentaires viennent renforcer l'hypothèse de cet impact. L'existence d'une couche riche en iridium, hautement dispersée mondialement dans la limite KPG, indique que le matériau extraterrestre fut projeté dans l'atmosphère et retomba ensuite de manière globale. En outre, on observe dans les sédiments des traces d'éléments tels que le nickel et le cobalt, également caractéristiques des météorites. Par ailleurs, des minéraux spécifiques, comme la quartzite choquée, ont été identifiés dans ces couches limites. Ces grains de quartz portent des microfractures caractéristiques des pressions extrêmes engendrées lors d'un impact. Leur présence est un indicateur géologique clair d'un événement violent nettement au-delà des processus tectoniques usuels. Des analyses isotopiques d'éléments contenus dans ces strates confirment elles aussi l'authenticité et la singularité du phénomène. Par exemple, des anomalies dans les rapports isotopiques de certains éléments reflètent la contamination par du matériau extraterrestre arrivé en masse. L'impact de Chicxulub a donc laissé une empreinte multidimensionnelle sur la géologie du socle terrestre, dans les couches sédimentaires du monde entier et au cœur de la biosphère par ses conséquences dévastatrices. Enfin, les simulations numériques modernes nous permettent de mieux comprendre les effets de cet impact. La collision d'un astéroïde d'environ 10 à 15 km de diamètre à très grande vitesse a généré une immense onde de choc, vaporisé des milliards de tonnes de roches, déclenché des incendies continentaux et projeté des poussières fines dans la stratosphère. Ce nuage a contribué à un obscurcissement du ciel, à un arrêt brutal du rayonnement solaire, perturbant la photosynthèse et provoquant un effondrement énergétique durable des écosystèmes. En résumé, le site d'impact de Chicxulub est l'un des meilleurs exemples géologiques d'une catastrophe cosmique. Sa découverte, les preuves associées et sa datation précise le situent comme un événement majeur, un point de bascule ayant profondément modifié le cours du vivant. Cette compréhension
ouvre la voie vers l'étude de ses conséquences immédiates sur l'environnement, qui seront détaillées dans la section suivante. Comment un tel impact a pu déclencher des feux planétaires, un obscurcissement atmosphérique prolongé et une sorte d'hiver global, bref mais intense, signe d'une crise environnementale sans précédent. L'impact titanesque de Chicxulub a eu des conséquences immédiates et dévastatrices qui se sont fait sentir à l'échelle planétaire. Pour bien comprendre la profondeur de ces effets, il convient de décrire les phénomènes physiques et environnementaux déclenchés dans les heures, les jours, puis les mois suivant la collision, ainsi que leurs répercussions sur les écosystèmes terrestres et marins. Ces réactions rapides ont constitué le premier choc dans cette crise majeure d'extinction de masse. Lorsque l'astéroïde, estimé à environ 10 km de diamètre, a percuté la Terre à une vitesse folle de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, l'énergie libérée fut équivalente à plusieurs milliards de bombes atomiques comme celle d'Hiroshima. Ce choc a instantanément vaporisé une immense quantité de roches et de sol à l'échelle du cratère, provoquant un soulèvement brutal des matériaux vers la stratosphère. Cette injection massive de poussière, cendres, gaz toxiques et aérosols dans l'atmosphère a eu pour première conséquence un obscurcissement global du ciel. Les particules en suspension ont bloqué la lumière solaire pendant plusieurs semaines, à plusieurs mois, voire plus, dans certains modèles climatiques. Cette réduction drastique du rayonnement solaire a engendré un effondrement de la photosynthèse, activité vitale pour la plupart des végétaux et des organismes planctoniques, à la base des chaînes alimentaires. Sans lumière, la production primaire s'est effondrée, entraînant une cascade de pénuries alimentaires. Simultanément, l'impact a déclenché une série d'incendies colossaux aux quatre coins du globe. La chaleur intense, dégagée par la re-impactation de matériaux incandescents et la projection de débris chauds, ont enflammé les forêts, savanes et autres couvertures végétales. Ces feux massifs sont attestés par la présence de charbon fossile, daté précisément de cette période dans divers dépôts sédimentaires. Ces incendies ont non seulement détruit l'habitat de nombreuses espèces, mais ont aussi libéré dans l'atmosphère d'importantes quantités de particules fines, aggravant encore l'obscurcissement du ciel. En parallèle, la vaporisation soudaine d'immenses volumes d'eau et de roches a provoqué d'énormes raz-de-marée, ou tsunamis, qui ont frappé les côtes du monde entier, causant des destructions massives dans les environnements littoraux et marins. Ces phénomènes dramatiques s'ajoutaient aux bouleversements déjà en cours dans les habitats. L'impact a également libéré dans l'atmosphère d'importantes quantités de composés toxiques, notamment du dioxyde de soufre, SO2, provenant de la vaporisation de roches sulfurées. Ces gaz, combinés à l'humidité atmosphérique, ont formé des aérosols sulfurés qui ont favorisé un phénomène de refroidissement rapide, appelé effet hiver d'impact. Ce refroidissement global pourrait avoir duré plusieurs années, abaissant la température moyenne terrestre de plusieurs degrés et imposant un stress supplémentaire aux organismes vivants. Cet effet hivernal, combiné à la perte brutale de lumière solaire, a perturbé fortement la photosynthèse et cassé les cycles écologiques normalisés. Les plantes, directement affectées par le déficit de lumière et la baisse des températures, ont vu leur reproduction et leur croissance gravement compromises, impactant tout l'écosystème. Les animaux, notamment les herbivores dépendant des plantes, ont été privés de ressources alimentaires, provoquant une désorganisation des réseaux trophiques. De même, dans les océans, la perturbation du phytoplancton a entraîné l'effondrement des populations de nombreuses espèces marines, en particulier celles nécessitant une production primaire élevée. Par ailleurs,
Certains modèles climatiques suggèrent que les épisodes pluvieux intenses, sous forme d'acide Rhin, résultant de la condensation des gaz sulfurés, ont pu contaminer les sols et les masses d'eau douce. Ces pluies acides ajoutaient un stress toxique supplémentaire aux écosystèmes déjà sous pression. Il est intéressant de noter que ces phénomènes immédiats ont eu des impacts géographiquement différenciés, mais néanmoins mondiaux. Les régions proches de l'impact ont subi des destructions majeures, directes, tandis que les zones éloignées ont ressenti les réactions en chaîne atmosphérique et climatique à l'échelle globale. En conclusion, l'impact de Chicxulub a précipité la biosphère terrestre dans une crise aiguë par une série d'effets interconnectés. Incendies massifs, obscurcissement prolongé du ciel, hiver global intense et perturbations chimiques graves. Ces facteurs combinés ont provoqué un effondrement avancé des écosystèmes, donnant ainsi le coup d'envoi à la phase de disparition massive des espèces. Dans les prochaines sections, nous analyserons plus en détail les autres phénomènes contemporains à cet impact, notamment le rôle essentiel du volcanisme du Dekkan, qui pourrait avoir amplifié ou modulé ses conséquences immédiates, proposant ainsi un scénario multifactoriel de la crise KPG. Le volcanisme du Dekkan constitue un élément majeur dans la compréhension de la crise écologique et biologique survenue à la limite Crétacé-Paléogène. Situé dans la région actuelle du centre-ouest de l'Inde, le plateau des trappes du Dekkan est un vaste ensemble de coulées de lave basaltique qui s'étend sur une superficie estimée à plus de 500 000 km², résultant de très nombreuses éruptions volcaniques intenses, ayant eu lieu à la fin du Crétacé et au tout début du Paléogène, il y a environ 66 millions d'années. Ce volcanisme exceptionnel, par son ampleur et sa durée, a eu une influence déterminante sur les conditions environnementales planétaires. Pour comprendre ce phénomène, il est indispensable d'aborder son contexte géodynamique. Le volcanisme de Dekkan est associé à un point chaud mantélique, une région où un panache de matériaux chauds monte depuis les profondeurs du manteau terrestre vers la surface, provoquant la fonte partielle de la croûte et la formation massive de magma basaltique. Ce phénomène n'est pas unique. D'autres trappes célèbres, comme ceux de Sibérie liés à l'extinction Permien-Trias, présentent des caractéristiques similaires. En Inde, ce panache a suscité une séquence d'éruptions qui a débuté bien avant la limite KPG et s'est poursuivie pendant une durée qui reste débattue, mais qui s'étend probablement sur plusieurs centaines de milliers d'années. L'intensité de ces éruptions est un facteur clé. Ces coulées de lave, qui ont souvent atteint des épaisseurs considérables, ont libéré dans l'atmosphère d'énormes quantités de gaz volcaniques, principalement du dioxyde de carbone, CO2, du dioxyde de soufre, SO2, des halocarbures naturels ainsi que des aérosols sulfurés. Le dégazage intense, sur des échelles de temps relativement courtes, a eu des conséquences climatiques majeures. Le CO2 a causé un effet de serre renforcé, favorisant un réchauffement global, tandis que le SO2 et les aérosols ont entraîné un refroidissement temporaire, par réflexion de la lumière solaire. Le magmatisme du Dekkan n'a pas eu lieu de manière continue et homogène, mais selon des pulses éruptifs distincts. Des études géochronologiques précises, notamment basées sur la datation à l'uranium-plomb et la résonance paramagnétique électronique, ont révélé que la majorité des éruptions les plus massives se sont produites juste avant et autour de la limite KPG. Ces pulses correspondent à des phases d'activité intense, éruptive, pendant lesquelles d'immenses volumes de lave furent déversés à la surface, soulignant la dynamique violente et concentrée du volcanisme. Par ailleurs, plusieurs zones distinctes au sein du plateau présentent des variations de composition chimique des basaltes, reflétant l'évolution du panache mantélique
les interactions entre magma et croûte, ainsi que les variations hydrodynamiques liées à l'expansion océanique et au déplacement tectonique de la plaque indienne avant la collision avec l'Eurasie. Cette complexité géochimique témoigne des multiples phases et mécanismes ayant régulé cette activité volcanique. Sur le plan temporel, le volcanisme du Dekkan chevauche donc étroitement la période critique de la crise KPG. Cela soulève la question de la causalité et de l'interaction avec les autres facteurs connus, notamment l'impact de Chicxulub. Chronologiquement, certaines des éruptions les plus intenses ont précédé le choc météoritique, tandis que d'autres semblent lui avoir succédé. Cette coïncidence temporelle suggère que ces deux phénomènes pouvaient agir de concert, possiblement en s'amplifiant mutuellement par des rétroactions géodynamiques et climatiques. Le volcanisme du Dekkan a ainsi pu créer un stress écologique chronique, affaiblissant les réseaux trophiques avant même l'arrivée de l'impact. Les gaz à effet de serre, en augmentant la température globale et en acidifiant les océans, ont favorisé des conditions environnementales instables, souvent défavorables pour de nombreuses espèces. En conséquence, la biosphère se trouvait peut-être déjà dans une phase de fragilité, ce qui a pu accentuer la gravité de l'extinction lors de la survenue brutale de l'impact de Chicxulub. Enfin, le volcanisme massif de Dekkan n'a pas seulement influencé le climat, mais aussi la composition atmosphérique en polluants et particules, largement documentée au travers des couches sédimentaires. L'analyse de ces dépôts révèle une atmosphère riche en aérosols, une chimie perturbée et des conditions océanographiques modifiées qui confirment l'omniprésence du volcanisme dans la dynamique globale de la biosphère. Ainsi, loin d'être un simple phénomène localisé, le volcanisme du Dekkan constitue un élément central pour déchiffrer l'environnement planétaire à la charnière Crétacé-Paléogène. Son intensité colossale, sa temporalité étendue mais concentrée autour de cette frontière géologique et son impact climatique et écologique en font un candidat majeur, soit comme cause principale, soit comme cofacteur dans la crise d'extinction mondiale. Ce contexte volcanique complexe prépare le terrain à une étude plus précise de la corrélation entre ces phases éruptives et les dépôts enrichis en iridium, un sujet que nous aborderons dans la section suivante. La comparaison entre les séquences d'éruptions volcaniques du Dekkan et le dépôt mondial d'iridium à la limite Crétacé-Paléogène constitue un aspect fondamental pour comprendre la complexité et la dynamique de la crise d'extinction, survenue il y a environ 66 millions d'années. Ce travail d'analyse croisée permet d'examiner si les éruptions massives de Dekkan et l'apport extraterrestre, illustré par l'accroissement mondial de l'iridium, sont de simples coïncidences temporelles, ou bien si elles traduisent une interaction étroite, voire un processus multicausal, générateur de la catastrophe biologique. Pour débuter, rappelons la nature du dépôt d'iridium. L'iridium est un métal très rare dans la croûte terrestre, mais abondant dans le manteau externe des météorites et corps extraterrestres. Son enrichissement spectaculaire, observé dans la fine couche géologique synchrone, à la limite KPG, est interprété comme le marqueur chimique caractéristique de l'impact de l'astéroïde à Chicxulub. Cette fine couche, connue sous le nom de couche à iridium, est retrouvée avec une quasi-universalité dans les sédiments marins et continentaux de cette époque, confirmant la diffusion atmosphérique mondiale des poussières provenant de l'impact. En parallèle, les séquences éruptives du volcanisme des trappes du Dekkan sont datées avec une résolution de plus en plus fine grâce aux progrès en géochronologie, notamment par datation par uranium-plomb et argon-argon. Ces méthodes révèlent des pulses d'activité intense qui semblent survenir avant, pendant
et après la limite KPG. Or, lorsqu'on compare ces séquences éruptives avec la chronologie du dépôt d'iridium, il apparaît que la plupart des plus grandes phases de coulée de lave s'étendent sur une période légèrement antérieure et postérieure à celle de l'impact, mais avec un chevauchement temporel très étroit. Cette superposition de la chronologie soulève la possibilité que les éruptions ne soient pas indépendantes de l'impact, mais interconnectées. Certaines hypothèses avancent que le choc météoritique aurait pu influencer le volcanisme du Deccan, par des mécanismes tels que la modification des contraintes tectoniques, la décompression du manteau terrestre ou la redistribution des masses. Ainsi, l'impact pourrait avoir déclenché ou amplifié des pulses volcaniques déjà en cours, accentuant la libération de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. D'autres modélisations envisagent que le volcanisme intense, déjà actif avant le choc, ait affaibli les écosystèmes et les réseaux trophiques, rendant la biosphère plus vulnérable à un événement brutal, comme l'impact de Chicxulub. Une telle interaction expliquerait pourquoi la crise biologique est si profonde et prolongée, dépassant la simple conséquence d'un seul paramètre. En termes géochimiques, le dépôt d'iridium pur extragalactique autour de la limite KPG présente une signature claire, tandis que les trappes du Deccan, bien que parfois enrichies en certains métaux, ne montrent pas d'anomalies d'iridium similaires. Cette distinction appuie la double origine des phénomènes, l'impact fournissant la source principale d'iridium, tandis que le volcanisme influence par ailleurs le climat et la chimie atmosphérique. Sur le plan des archives stratigraphiques, la couche d'iridium est extrêmement mince et concentrée, ce qui contraste avec les épais bâtiments basaltiques des trappes du Deccan, étalés sur plusieurs centaines de mètres, et correspondant à des événements éruptifs répartis sur des milliers à plusieurs centaines de milliers d'années. Cette disparité souligne la différence d'échelle temporelle entre un événement instantané, quoique majeur, et un processus volcanique étendu. Néanmoins, certains sites montrent une complexité plus grande, avec des intercalations de cendres volcaniques dans les couches proches de la limite KPG, ainsi que des variations régionales de la concentration d'iridium et des sphérules d'impact. Ces observations incitent à considérer une dynamique plus nuancée, où impact et volcanisme interagissent localement sur les conditions paléo-environnementales. Enfin, les modèles climatiques intégrant les données de chronologie et de flux gazeux issus du volcanisme de Deccan et de l'impact de Chicxulub suggèrent une évolution climatique complexe, mêlant épisodes de réchauffement et de refroidissement, acidification océanique et perturbations atmosphériques prolongées qui dépassent la simple catastrophe instantanée. Cette complexité reflète aussi bien les séquences volcaniques que le dépôt bref mais intense d'iridium lié à l'impact. En somme, la comparaison entre les séquences d'éruption du Deccan et le dépôt d'iridium à la limite KPG met en lumière un scénario multi-événementiel. L'impact de Chicxulub représente la signature chimique d'un choc précis et brutal, tandis que le volcanisme a agi comme un facteur continu et amplificateur des effets environnementaux. Cette association invite à dépasser une vision exclusive de l'extinction par impact ou par volcanisme, pour considérer un mécanisme multicausal, fondé sur l'interaction des phénomènes terrestres et cosmiques. Les découvertes et les analyses à venir continueront d'affiner cette chronologie et d'approfondir notre compréhension des rapports complexes entre ces événements, en permettant d'explorer plus précisément leurs corrélations temporelles fines et leurs impacts écologiques respectifs. Nous verrons donc par la suite comment ces données temporelles se combinent dans une succession d'événements autour de la limite KPG. La limite Crétacé-Paléogène, souvent abrégée en limite KPG, marque une frontière géologique majeure
survenue il y a environ 66 millions d'années, au moment où s'est produite l'une des extinctions de masse les plus importantes de l'histoire de la Terre. Toutefois, comprendre la succession exacte des événements ayant conduit à cette crise écologique requiert une analyse chronologique fine et multidisciplinaire, croisant diverses sources de données géologiques, paléontologiques et géochimiques. Cette section vise à décomposer cette temporalité complexe et à restituer la séquence des phénomènes qui se sont enchaînés autour de cette limite. Au cœur de cette analyse temporelle réside la datation précise des différentes phases d'activité volcanique associées aux trappes du Dekkan, de l'impact colossal à Chicxulub, ainsi que des changements géochimiques et paléobiologiques observés dans les archives sédimentaires. L'enjeu principal est de déterminer leur ordre d'apparition, leur durée et l'éventualité de chevauchements ou d'interactions étroites entre ces événements majeurs. Les avancées en géochronologie ont énormément amélioré notre capacité à subdiviser le temps autour de la limite KPG. Par notamment la datation par la méthode argon-argon, Huascaran-Ar-Tiaran-39-Ar, et par uranium-plomb, UPB, sur des minéraux cristallins, il est possible désormais d'assigner des âges avec une précision souvent inférieure à quelques dizaines de milliers d'années, sur une fenêtre s'étendant sur quelques centaines de milliers d'années, avant et après la limite. Concernant l'impact de Chicxulub, les datations les plus robustes convergent vers un âge d'environ 66,04 millions d'années, avec une marge d'erreur très faible. Son événement est donc désormais clairement situé comme un marqueur ponctuel, quasi instantané, dans le registre géologique. En parallèle, les séquences éruptives massives des trappes du Dekkan se manifestent par plusieurs pulses intenses. Les phases principales d'émission de lave s'étalent approximativement de 76,5 à 65,5 millions d'années, ce qui signifie que ces éruptions ont débuté avant l'impact et se sont poursuivies après. Deux pics d'activité majeure sont identifiés. Un premier pulse significatif précède l'impact, suivi d'une réduction temporaire, puis d'un second pic plus intense, qui coïncide avec l'impact et se prolonge au-delà. Cette succession intrigue particulièrement car elle suggère non seulement une continuité dans le stress environnemental généré par le volcanisme, mais aussi une possible influence mutuelle entre l'impact et l'activité volcanique. Certains modèles avancent que le choc astronomique aurait pu perturber l'équilibre tectonique et accroître la fréquence des éruptions, tandis que la fragilisation des écosystèmes par le volcanisme préalable rendrait ceux-ci plus vulnérables au choc brut. Au niveau des archives sédimentaires, la fameuse couche d'iridium, trace directe de l'impact, apparaît comme une mince couche stratigraphique d'environ 1 cm d'épaisseur, globalement synchrone de la disparition brutale d'une majorité de taxons marins et terrestres. Cette couche est au cœur des marqueurs temporels et chimiques identifiables dans plus de 100 sites géologiques dans le monde entier. L'examen des fossiles montre également une dynamique de disparition complexe. Plutôt que d'une extinction parfaitement instantanée, les données paléontologiques indiquent une diminution progressive de la biodiversité pendant les centaines de milliers d'années précédant la limite, confirmant ainsi une phase de fragilisation initiale. Ensuite, une extinction beaucoup plus rapide intervient en concordance avec la couche limite d'iridium et le pic d'activité volcanique. Par ailleurs, les enregistrements isotopiques, notamment ceux du carbone et de l'oxygène dans les carbonates marins, révèlent des fluctuations marquées immédiatement avant et après la limite KPG. Une chute profonde des ratios isotopiques du carbone suggère une perturbation majeure du cycle du carbone, liée à la mort massive d'organismes photosynthétiques. Simultanément, les isotopes de l'oxygène indiquent une variation rapide des températures océaniques, reflétant à la fois les effets du volcanisme et les conséquences climatiques de l'impact.
La combinaison de ces observations éclaire la succession temporelle suivante. Une phase initiale d'instabilité environnementale liée au volcanisme, caractérisée par un stress accru des habitats, la survenue soudaine de l'impact de Chicxulub, provoquant un séisme mondial, les tsunamis et surtout le nuage de poussière obscurcissant le soleil. Puis une continuation d'activité volcanique intense, qui a prolongé ou accentué les perturbations climatiques et écologiques sur plusieurs milliers d'années après la limite. Cela souligne l'intérêt d'une approche multi-évidence et chronométriquement fine, capable de reconstituer un puzzle temporel précis. Cette succession d'événements combinés explique en grande partie la sévérité et l'étendue géographique de la crise biologique observée. En résumé, les analyses temporelles actuellement disponibles situent l'impact de Chicxulub comme un événement brutal, absolument critique dans le processus d'extinction, mais inséré dans un contexte volcanique intense, débutant avant et se poursuivant après lui. Ce cheminement progressif suivi d'une phase aiguë est une clé pour comprendre la dynamique complexe de la disparition du Crétacé. La prochaine étape de cette exploration traitera plus en détail des interactions possibles entre cet impact et le volcanisme du Dekkan, proposant des scénarios multicausaux qui enrichissent notre perception traditionnelle d'une extinction causée par un seul facteur. L'idée d'un scénario multicausal pour expliquer l'extinction massive du Crétacé paléogène a progressivement mûri dans la communauté scientifique à mesure que s'accumulaient les preuves démontrant le rôle à la fois de l'impact de Chicxulub et du volcanisme intense des trappes du Dekkan. Plutôt que de privilégier une cause unique, cette approche intégrée envisage que les deux phénomènes, par leurs interactions complexes, et combiner leurs effets pour engendrer une crise écologique d'une ampleur sans précédent. Pour commencer, rappelons que l'impact de Chicxulub représente un événement quasi instantané, qui a frappé la planète avec une violence extrême, projetant d'énormes quantités de matériaux vers l'atmosphère et déclenchant des bouleversements immédiats. Incendies globaux, obscurcissement du ciel, perturbations rapides des cycles biologiques. Cette rapidité d'action est toutefois encadrée par une période plus longue, caractérisée par le volcanisme des trappes du Dekkan, qui s'étend sur plusieurs centaines de milliers d'années, marquant la planète d'émissions répétées de gaz volcaniques, modifiant progressivement le climat et la chimie atmosphérique. Plusieurs mécanismes d'interaction ont été proposés. L'un des modèles intéressants suggère que l'impact a pu intensifier l'activité volcanique du Dekkan. En effet, en générant un choc sismique majeur, celui-ci aurait modifié les contraintes dans la croûte terrestre, favorisant la montée de magma et augmentant la fréquence et l'intensité des éruptions. Des études géochronologiques montrent que certains des pulses éruptifs les plus puissants des trappes correspondent temporellement à la période suivant immédiatement l'impact, ce qui appuie cette hypothèse. Inversement, le volcanisme prolongé du Dekkan, en modifiant progressivement l'environnement terrestre et marin par l'augmentation des gaz à effet de serre, des aérosols sulfurés et des perturbations chimiques, aurait fragilisé les écosystèmes, les rendant plus vulnérables à un tel choc cataclysmique. Ce contexte précaire explique notamment pourquoi l'impact, même très brutal et localisé, ait pu engendrer une extinction massive à l'échelle mondiale. Ce scénario multicausal n'exclut donc pas l'importance fondamentale de l'impact de Chicxulub, qui demeure la cause la plus directe et rapide de la crise majeure, mais souligne que ce dernier s'est produit dans une période où la biosphère était déjà soumise à un stress écologique considérable. Les conséquences combinées des deux phénomènes sont également plus complexes que ce que chacun pourrait engendrer séparément. Alors que l'impact provoque un hiver d'impact par obscurcissement de l'atmosphère, le volcanisme ajoute des fluctuations climatiques,
alternant phases de réchauffement et de refroidissement liées au dégazage intense et aux aérosols. Cette oscillation, sur des millénaires, joue un rôle clé dans l'effondrement progressif, puis brutal, des chaînes alimentaires marines et terrestres. Des simulations climatiques intégrées tentent aujourd'hui de modéliser ces interactions, démontrant que la synergie entre impact et volcanisme amplifie la durée et la sévérité du stress environnemental global. Par exemple, des pics successifs de poussière, gaz et aérosols pourraient avoir prolongé la période de lumière réduite, limitant encore davantage la photosynthèse. Par ailleurs, la libération massive de CO2 due au volcanisme a pu réveiller, dans certains scénarios, un effet de serre compensatoire, ce qui aurait complexifié le climat post-impact. Par ailleurs, certains chercheurs envisagent des rétroactions encore plus complexes, comme des déstabilisations tectoniques ou océanographiques induites mutuellement, voire des mécanismes de rétroaction biologique où la baisse de biodiversité entraîne à son tour des perturbations supplémentaires du cycle du carbone. Cette compréhension multicausale s'inscrit dans une tendance plus large en sciences de la Terre, qui consiste à considérer les crises majeures comme la résultante d'interactions entre plusieurs facteurs, plutôt qu'un seul agent catastrophe isolé. Cela correspond à une vision plus réaliste des systèmes planétaires, intrinsèquement dynamiques, interdépendants et soumis à des rétroactions. Ainsi, le modèle multicausal, impliquant une interaction étroite entre l'impact de Chicxulub et le volcanisme des trappes du Deccan, enrichit la compréhension de la crise KPG, tout en ouvrant la voie à des recherches futures visant à mieux quantifier les rôles respectifs et leurs mécanismes d'interaction. Cette approche permet aussi de mieux envisager les implications pour d'autres crises d'extinction passées, et même pour les risques actuels, où des facteurs combinés pourraient engendrer des effets théoriquement similaires sur l'environnement planétaire. Dans la prochaine étape, nous approfondirons les signatures laissées dans les couches sédimentaires, en particulier les signaux chimiques et isotopiques qui constituent des témoins directs des événements décrits, dévoilant ainsi la mémoire géologique de ces siècles tumultueux à la jonction du Crétacé et du Paléogène. L'étude des couches sédimentaires, à la limite Crétacé-Paléogène, offre une fenêtre essentielle sur les événements majeurs qui ont précipité l'une des extinctions de masse les plus spectaculaires de l'histoire de notre planète. Ces sédiments, accumulés dans divers environnements marins et continentaux à travers le monde, constituent un véritable témoin géologique, conservant des traces physiques, chimiques et isotopiques qui permettent aux chercheurs de reconstituer le déroulement précis de cette crise. Lors des campagnes de terrain, les stratigraphes et paléontologues effectuent un minutieux examen des niveaux rocheux représentant cette frontière temporelle, souvent identifiée par la fameuse couche à iridium. Cette couche est généralement très fine, moins d'1 centimètre, mais sa composition et sa richesse exceptionnelle en iridium, un élément rare dans la croûte terrestre mais abondant dans les météorites, en font un marqueur indéniable de l'impact de Chicxulub. Différentes localités, des plaines côtières américaines aux sites océanographiques profonds du Pacifique ou de l'Atlantique, présentent cette signature chimique, attestant la diffusion planétaire du matériel éjecté lors de la collision. Au-delà de l'iridium, ces couches contiennent également des sphérules ou microtectites, petites billes vitreuses issues de la fusion instantanée des roches au moment de l'impact et de leur retombée dans l'atmosphère. Leur analyse révèle une composition chimique spécifique, corroborant leur origine météoritique et permettant d'évaluer la violence du choc, ainsi que la dispersion des matériaux. Sur le terrain, ces sphérules se retrouvent souvent mêlées à des dépôts de résidus carbonisés, témoignant des immenses incendies déclenchés à l'échelle mondiale. Par ailleurs,
la stratigraphie révèle souvent la présence d'un niveau d'argile noire ou sombre, juste au-dessus de la couche à iridium, désignant une période de dépression biologique sévère. Cette argile montre un enrichissement marqué en éléments, comme le carbone organique, correspondant à une accumulation de matière morte et à une baisse drastique du recyclage biologique, reflétant l'effondrement des chaînes alimentaires. Sur le plan chimique et isotopique, les analyses des sédiments fournissent une mine d'informations vitales. Par exemple, les mesures des isotopes du carbone, 6C et 13C, montrent une fluctuation brutale à la limite KPG, correspondant à une perturbation majeure du cycle du carbone, probablement liée à la disparition rapide du phytoplancton et des plantes terrestres. Une chute notable du ratio 13C signale une réduction brutale de la photosynthèse, coupant ainsi la base de la chaîne trophique marine et terrestre. De la même manière, les isotopes de l'oxygène, 18O, 16O, dans les carbonates sédimentaires, témoignent des variations climatiques soudaines. Autour de la limite, on observe une baisse et une instabilité des températures, une signature cohérente avec un refroidissement global, provoqué par l'obscuration atmosphérique et les perturbations climatiques consécutives à l'impact et au volcanisme. L'analyse des traces de soufre et des isotopes du soufre révèle également des modifications rapides dans l'environnement océanique, remontant à des épisodes d'acidification des eaux marines, conséquence probable des pluies acides provoquées par la diffusion de dioxyde de soufre issu à la fois des éruptions volcaniques du Décane et de la vaporisation de roches sulfurées à l'impact. Sur le terrain, la structure physique des sédiments à la limite KPG inclut souvent des preuves de forts tsunamis et de climats violents, comme des dépôts alluvionnaires turbulents, des mélangements atypiques de couches sédimentaires, signe d'un environnement en profonde agitation. Ces attributs s'harmonisent avec l'idée d'un choc planétaire brutal et des bouleversements environnementaux majeurs. Il convient aussi de souligner que dans certaines régions, particulièrement éloignées de l'impact, mais sur le chemin des modulations environnementales, ces signaux sédimentaires témoignent au contraire d'un ralentissement progressif de l'activité biologique avant la catastrophe, indice supplémentaire d'une fragilisation préalable liée notamment au volcanisme. En conclusion, l'étude détaillée des couches sédimentaires révèle un enregistrement pluriel et complémentaire des événements entourant la limite KPG. Ces couches incarnent non seulement la signature chimique unique de l'impact de Chicxulub, mais aussi les traces des perturbations environnementales, intenses, climatiques et biologiques qui ont bouleversé la planète. La richesse des signaux chimiques et isotopiques conservés dans ces couches permet de mieux cerner la nature, l'intensité et la complexité des phénomènes ayant conduit à la plus grande extinction de masse du Mésozoïque. Ces observations constituent un socle indispensable pour approfondir notre compréhension des mécanismes d'extinction, en synergie avec les analyses temporelles et environnementales que nous explorerons dans la suite de cette série. Les relevés des marqueurs géochimiques à la limite Crétacé-Paléogène, KPG, constituent une source inestimable d'informations pour décrypter les causes et les mécanismes de cette extinction massive. Ces marqueurs, tels que l'iridium, les sphérules, les microtectites, ainsi que les variations isotopiques du carbone et de l'oxygène, offrent des preuves tangibles des phénomènes à la fois cosmiques et terrestres qui ont bouleversé la biosphère il y a environ 66 millions d'années. L'iridium est, sans doute, le marqueur géochimique le plus célèbre et le plus caractéristique de la limite KPG. Ce métal de la famille des platines est très rare dans la croûte terrestre, mais relativement abondant dans les météorites et les poussières cosmiques. La découverte d'une couche géologique enrichie en iridium, partout à la même profondeur stratigraphique correspondant à la fin du Crétacé, fut un signal fort suggérant
un impact extraterrestre d'envergure. Cette couche d'anomalies à l'iridium a été repérée sur tous les continents, et même dans les sédiments océaniques, témoignant d'une dispersion atmosphérique planétaire, du matériau vaporisé lors de l'impact. Les sphérules sont de minuscules billes vitrifiées, formées par la fusion instantanée des roches au moment de l'impact. Leur taille varie généralement entre quelques microns et 1 millimètre, et elles consistent essentiellement en silicates vitrifiés. Ces sphérules ont été retrouvées en milliers de sites, souvent associés à l'anomalie d'iridium. Leur présence indique une projection très haute dans l'atmosphère, suivie d'une retombée globale, confirmant la violence et l'échelle planétaire de l'impact. Elles renseignent aussi sur la température et la pression extrêmement élevées générées au moment du choc. Les microtectites, quant à elles, sont des particules vitreuses similaires, mais plus petites, et souvent associées avec des dépôts d'impact. Leur composition chimique et leur forme microscopique spécifique permettent de différencier leur lieu d'origine et de confirmer leur formation lors d'événements d'impact. Leur étude offre une indication sur la distribution géographique du matériel éjecté et sur les dynamiques atmosphériques post-impact. Les isotopes stables du carbone, notamment la proportion relative de 13C par rapport à 12C, généralement exprimée par le rapport de 13C, constituent un autre marqueur clé. Une chute rapide et marquée du D13C, à la limite K et G, révèle une perturbation majeure du cycle global du carbone, probablement liée à la disparition massive du phytoplancton et secondairement des plantes terrestres. Cela traduit un arrêt brusque de la photosynthèse, base de la chaîne alimentaire marine et terrestre, et une émission massive de carbone organique dans les sédiments. Ce signal isotopique dénote un stress écologique intense et rapide. De même, les isotopes de l'oxygène, le rapport D18O, D16O, dans les carbonates et les restes fossiles, renseignent sur les changements climatiques autour de la limite K-Pg. Une variation rapide et parfois instable de ces rapports isotopiques traduit une fluctuation des températures océaniques, allant souvent de phases de refroidissement liées à l'obscurcissement de l'atmosphère, suivi par l'impact, à des répartitions climatiques instables ou alternent épisodes de réchauffement et de refroidissement. Ces informations isotopiques témoignent ainsi des bouleversements climatiques globaux qui ont accompagné l'extinction. Les analyses détaillées combinent souvent ces marqueurs. Iridium et sphérules identifient la signature directe de l'impact extraterrestre, tandis que les signatures isotopiques du carbone et de l'oxygène renseignent sur la réponse écologique et climatique des systèmes terrestres et marins. L'analyse couplée apporte une chronologie fine des événements et des interactions entre phases catastrophiques et réponses biologiques. À côté de ces marqueurs planétaires, il convient aussi de noter la détection chimique d'autres éléments et composés comme le nickel, le cobalt, ainsi que la présence de matériaux choqués tels que le quartzite choqué, qui complète le tableau des preuves géochimiques associées à l'impact de Chicxulub. En conclusion, les relevés géochimiques autour de la limite K-Pg, en combinant iridium, sphérules, microtectites et analyse isotopique du carbone et de l'oxygène, constituent le socle scientifique fondamental permettant de démontrer la réalité d'un impact cataclysmique et de ses conséquences climatiques et écologiques. Ces marqueurs fournissent un récit intégré enraciné dans la pierre, attestant à la fois d'un choc exogène et des luttes de la Terre pour s'adapter à ce bouleversement. Dans les sections suivantes, cette compréhension chimique et isotopique sera approfondie en relation avec la dynamique régionale et la sélectivité des extinctions observées. À l'échelle planétaire, l'extinction massive qui marque la limite Crétacé-Paléogène ne s'est pas déroulée de manière homogène dans toutes les régions du globe. En effet, l'analyse des débits et des rythmes d'extinction révèle des gradients régionaux
manifeste, avec des disparités significatives entre hémisphères nord et sud, ainsi qu'entre zones géographiques distinctes. Ces variations régionales fournissent un éclairage précieux pour comprendre l'ampleur, la dynamique et les causes profondes de cette crise écologique majeure. Les travaux paléontologiques et paléoécologiques consignent que les taux d'extinction des espèces, la rapidité de la disparition et la sélectivité taxonomique ont largement différé selon les latitudes et la localisation géographique. À l'hémisphère nord, marqué notamment par une plus grande diversité de fossiles terrestres dans les formations de l'Amérique du Nord et de l'Europe, on observe une extinction relativement soudaine et sévère, cohérente avec l'hypothèse d'un impact direct et des effets atmosphériques globaux rapides qui y auraient eu une forte répercussion. Les taux d'extinction chez les dinosaures non aviens, ainsi que chez beaucoup de reptiles et d'invertébrés terrestres, atteignent des niveaux extrêmement élevés dans ces régions. À l'inverse, dans l'hémisphère sud, incluant notamment des zones comme l'Amérique du Sud, l'Afrique, Madagascar et l'Inde, les données paléontologiques suggèrent une extinction souvent moins abrupte, avec des signaux de déclin plus progressifs et parfois une résilience relative de certains groupes. Cette différenciation peut trouver son origine dans plusieurs facteurs. D'une part, la distribution géographique du volcanisme des trappes du Décan en Inde, principalement situées dans l'hémisphère sud, aurait généré des conditions climatiques et environnementales spécifiques, modulant la sévérité des extinctions en interaction avec l'impact. D'autre part, les corrélations avec la latitude et le climat régional pouvaient influencer la vulnérabilité des écosystèmes. Les tropiques, par exemple, ont parfois montré une perte de biodiversité plus modérée comparée aux zones tempérées. Cette dynamique hémisphérique se complique encore en intégrant les gradients latitudinaux. Aux hautes latitudes nord, les perturbations climatiques associées à l'impact, notamment le refroidissement brutal et la chute de luminosité, ont probablement été plus accentuées, accentuant la mortalité des espèces sensibles au froid et à la raréfaction des ressources. En revanche, à l'équateur et dans les basses latitudes, la température plus élevée et une certaine stabilité environnementale relative auraient pu offrir des refuges temporaires à certaines populations, ralentissant la vitesse d'extinction. Les écosystèmes marins ont également suivi ces tendances régionales, avec par exemple un effondrement quasi total des ammonites dans les zones nord, avec une survie plus étendue de certains groupes dans l'hémisphère sud. Les gradients de salinité, de productivité marine et d'acidification des océans ont pu être diffusés de manière inégale, jouant sur la diversité et les patrons d'extinction. Au-delà des influences climatiques et géographiques, les disparités régionales résultent aussi des différences dans la composition et la complexité des écosystèmes, de l'endémisme propre à certaines régions et des interactions biotiques locales. Ainsi, des milieux insulaires ou des régions faiblement connectées ont parfois fonctionné comme réservoirs de biodiversité et sites de survie pour des taxons menacés ailleurs. Des analyses modernes utilisant des bases de données fossiles étendues, combinées à des modélisations statistiques, confirment cette hétérogénéité spatiale. Elles soulignent que comprendre l'extinction KPG à travers le prisme global nécessite impérativement de considérer ces gradients afin de mieux évaluer les pressions environnementales spécifiques et les mécanismes locaux d'adaptation ou d'effondrement. En somme, la dynamique des gradients régionaux d'extinction révèle une mosaïque complexe d'effets, où l'interaction entre événements globaux, tels que l'impact de Chicxulub et le volcanisme, paramètres géographiques, climatiques et écologiques, a généré un patchwork de résilience et de disparition. Ces disparités nord-sud et hémisphériques constituent une composante clé pour appréhender la portée des extinctions et favorisent une approche nuancée
et intégrer des crises biologiques majeures. Dans la section suivante, nous aborderons plus précisément les impacts de cette extinction sur les écosystèmes marins, en étudiant notamment la disparition des ammonites, du plancton et des récifs coralliens, éléments révélateurs des bouleversements à l'échelle océanique. L'extinction de la limite. Crétacé-Paléogène est réputé pour avoir entraîné la disparition de nombreuses formes de vie terrestre emblématiques, notamment les dinosaures non aviens. Toutefois, cette cataclysmique extinction s'est aussi manifestée avec une intensité tout aussi remarquable dans les écosystèmes marins, affectant des organismes clés tels que les ammonites, le plancton marin et les coraux, qui jouaient un rôle fondamental dans la structuration des chaînes trophiques océaniques. Les ammonites, mollusques céphalopodes à coquilles spiralées, étaient omniprésentes dans les océans du Crétacé, occupant des niches écologiques variées. Leur disparition simultanée avec l'extinction a été largement documentée et constitue un marqueur biostratigraphique majeur. La cause principale de leur extinction semble liée à leur haute sensibilité à la perturbation de leur environnement, notamment à la baisse rapide de la disponibilité en oxygène dans les eaux marines, à l'acidification des océans et à l'effondrement des chaînes alimentaires basées sur la production primaire marine. Le plancton marin, en particulier le phytoplancton calcifié comme les coccolithophoridés et le foraminifère planctonique, subit également une crise sans précédent. Ces micro-organismes photosynthétiques, à la base même du réseau alimentaire océanique, ont connu une chute brutale de leur diversité et de leur population. La réduction de la lumière solaire disponible, en raison de l'obscurcissement atmosphérique après l'impact, combinée aux modifications chimiques et thermiques des océans, a profondément affecté leur photosynthèse. Cette perte de la production primaire planctonique a participé à un effet domino dans la chaîne trophique, impactant du zooplancton jusqu'aux grands prédateurs marins. Quant aux récifs coralliens, véritables écosystèmes complexes et riches en biodiversité, ils ont connu une quasi-disparition à l'échelle mondiale, à la limite KPG. Les coraux constructeurs de récifs étaient particulièrement vulnérables aux variations rapides du pH de l'eau, acidification, aux changements de température et à la diminution de la lumière, provoquée par les injections massives de gaz volcaniques et l'obscurcissement suite à l'impact. Leur effondrement a eu des conséquences considérables sur les habitats marins, réduisant les refuges et niches écologiques indispensables à de nombreuses espèces. Des études géochimiques couplées à l'analyse des fossiles marins montrent également une forte perturbation de la productivité océanique à cette période. On observe une hausse significative des dépôts organiques dans les sédiments, signe d'anoxie et de troubles des cycles biologiques et chimiques. Ce contexte a favorisé des milieux marins appauvris et instables, définissant un véritable désert océanique temporaire. Toutefois, malgré la brutalité de cette extinction marine, certains groupes ont survécu et même prospéré dans le contexte post-KPG, notamment certains foraminifères benthiques et d'autres formes de plancton microbien, ce qui a permis une reconstitution progressive des réseaux trophiques. Ainsi, les effets de l'extinction sur les écosystèmes marins sont emblématiques des dynamiques complexes et variées de la crise à la limite KPG. La disparition des ammonites, la crise profonde du plancton et l'effondrement des récifs coralliens traduisent à la fois des réponses directes aux bouleversements physiques et chimiques et des interactions écologiques en cascade qui ont réorganisé en profondeur la vie marine de la planète. Dans la section suivante, nous explorerons les conséquences spécifiques de cette extinction sur la faune terrestre, en mettant l'accent sur les particularités des dinosaures non aviens, pour mieux comprendre l'impact différencié de cet événement sur les écosystèmes terrestres. À la limite,
Crétacé-Paléogène, il est impossible de dissocier l'extinction de masse de la disparition tragique des dinosaures non-aviens, ces majestueux reptiles dominants qui régnaient sur les continents depuis des dizaines de millions d'années. L'étude approfondie des conséquences de cet événement sur la faune terrestre révèle des particularités fascinantes, tant en termes d'ampleur que de mécanismes de disparition. Les dinosaures non-aviens constituaient un groupe extraordinairement diversifié, allant des gigantesques sauropodes herbivores aux redoutables théropodes carnivores. Pourtant, tous ces groupes connaissent à la limite KPG un effondrement massif, presque complet. Les archives fossiles montrent que les derniers représentants disparaissent dans une fenêtre très courte en termes géologiques, soulignant l'aspect brutal de l'événement. Les causes de cette extinction massive sont liées à une combinaison de facteurs, conjuguant à la fois l'impact de Chicxulub et les perturbations environnementales, telles que le volcanisme intense du Dekkan. Les dinosaures, en tant qu'organismes à forte métabolisation, dépendaient fortement de la stabilité de leur écosystème. Le bouleversement rapide des chaînes alimentaires, la réduction de la végétation disponible pour les herbivores et le climat perturbé ont eu des effets catastrophiques sur leur survie. Un autre aspect crucial est la sélectivité de l'extinction parmi ces dinosaures. Certaines espèces, très spécialisées écologiquement, ont été extrêmement vulnérables face aux changements rapides, tandis que d'autres, plus généralistes, ont tenu plus longtemps avant de disparaître. Par exemple, les dinosaures à haute spécialisation alimentaire ou de territoire limité ont connu un risque d'extinction accru. Il est également remarquable d'observer que, contrairement aux dinosaures non-aviens, les dinosaures aviens, c'est-à-dire les ancêtres des oiseaux modernes, ont survécu à cette crise majeure. Cette différenciation souligne des caractéristiques particulières chez les oiseaux, telles que la capacité de voler, un métabolisme différent, une reproduction rapide et une alimentation variée, qui leur ont donné un avantage adaptatif face à l'écroulement des écosystèmes. Par ailleurs, la disparition des dinosaures non-aviens a libéré de nombreuses niches écologiques vacantes, provoquant une révolution évolutive. Les mammifères, jusque-là de petite taille et cantonnés à des rôles secondaires, ont pu s'épanouir et diversifier leur morphologie et leur mode de vie dans cet environnement changé. L'examen des sites fossiles montre aussi une hétérogénéité dans l'extinction, avec des différences régionales qui reflètent les conditions environnementales variées et les impacts locaux. Dans certaines régions, par exemple, des groupes de dinosaures ont semblé disparaître un peu plus tôt, peut-être suite à des érosions progressives de leurs habitats sous l'effet du volcanisme ou des fluctuations climatiques. Enfin, les traces indirectes de stress physiologique, telles que les anomalies dans les os fossilisés, indiquent que certains spécimens ont probablement souffert de maladies, de famine ou de stress environnemental avant leur disparition. En somme, les conséquences sur la faune terrestre, et particulièrement sur les dinosaures non-aviens, sont à la fois dramatiques et éclairantes. Elles illustrent la vulnérabilité d'un groupe pourtant dominé par des millions d'années d'évolution et soulignent les dynamiques complexes qui régissent les extinctions massives. Ces particularités renforcent l'intérêt des recherches actuelles pour mieux comprendre comment, malgré la violence du scénario KPG, la vie a pu reprendre son cours, ouvrant une nouvelle ère dans l'histoire terrestre. L'étude de la sélectivité taxonomique lors de l'extinction de la limite Crétacé-Paléogène, KPG, met en lumière des mécanismes complexes de vulnérabilité et de résilience propres à différents groupes d'organismes. Comprendre pourquoi certaines espèces ou groupes ont disparu tandis que d'autres ont survécu est essentiel pour appréhender la dynamique et les conséquences
de cette crise écologique majeure. Tout d'abord, la sélectivité observée ne traduit pas une extinction homogène, mais différenciée selon des traits biologiques, écologiques et physiologiques. Parmi les grands facteurs influençant la vulnérabilité figurent la taille corporelle, le régime alimentaire, la capacité de mobilité, la spécialisation écologique, voire le mode de reproduction. Les plus grandes victimes de cet épisode sont les grands vertébrés terrestres, comme les dinosaures non aviens, qui présentaient souvent une taille corporelle impressionnante, une forte spécialisation alimentaire et une longue durée de gestation. Leur lenteur dans la reproduction et leur forte dépendance aux chaînes alimentaires complexes les ont rendus particulièrement fragiles face à l'effondrement rapide de leur habitat et à la rupture des ressources alimentaires. En parallèle, certains groupes aquatiques très spécialisés, notamment les ammonites et plusieurs groupes de plancton, ont également subi une extinction massive. Leur survie dépendait d'une production primaire stable et de conditions chimiques précises dans les eaux, perturbées par des chutes de lumière solaire, du refroidissement ou une acidification océanique soudaine. À l'inverse, les organismes présentant de petites tailles, une alimentation diversifiée ou opportuniste, ainsi qu'une forte capacité de dispersion, ont montré une plus grande résilience. C'est le cas des mammifères qui, souvent petits, omnivores, capables d'exploiter une large gamme de niches écologiques, ont réussi à survivre et à se diversifier après la crise. La plasticité écologique est un avantage durable dans ces contextes de chaos. De même, les reptiles comme certains crocodiliens, capables de jeûner sur de longues périodes et adaptés à divers environnements, ont traversé la crise avec succès relatif. Chez les invertébrés, certains groupes ont également montré une forte capacité à rebondir, notamment ceux à cycle reproductif rapide et à grande dispersion larvaire. Sur le plan végétal, les plantes à graines avec des stratégies reproductives ou des adaptations aux stress environnementaux diversifiés ont aussi mieux survécu que les espèces très spécialisées. La disruption des forêts a conduit à une restructuration florale, favorisant notamment les angiospermes aux stratégies de colonisation rapide. L'étude de la sélection naturelle post-crise illustre comment la composition taxonomique mondiale a été fortement remodelée. Les survivants ont souvent transmis leurs traits adaptatifs à leurs descendants, façonnant l'évolution post-KPG. Ainsi, l'extinction KPG illustre parfaitement la prépondérance de facteurs biologiques complexes dans la dynamique d'extinction. Au-delà du simple choc catastrophique, c'est une interaction entre les caractéristiques des organismes et la nature des perturbations environnementales qui déterminent l'issue. Ces conclusions nourrissent non seulement la compréhension du passé, mais offrent des clés précieuses pour anticiper les réponses des écosystèmes aux crises contemporaines et futures. Dans le contexte de l'extinction de la limite Crétacé-Paléogène, l'étude comparative des patterns de disparition et de survie parmi les mammifères, reptiles, poissons et autres groupes biologiques révèle une mosaïque complexe de réponses écologiques et évolutives. Cette diversité de réactions est étroitement liée à des caractéristiques biologiques intrinsèques, des modes de vie, des adaptations au milieu, ainsi qu'à la nature multifactorielle des perturbations environnementales engendrées par l'impact de Chicxulub, le volcanisme du Deccan et leurs conséquences combinées. Commençons par les mammifères, groupe qui a souvent été considéré comme mineur avant la crise KPG, mais dont la survie a eu des implications majeures pour l'histoire évolutive. À cette époque, les mammifères étaient généralement de petite taille, nocturnes, omnivores ou insectivores, avec une reproduction rapide et une grande flexibilité écologique. Ces traits ont probablement conféré un avantage adaptatif face aux conditions post-extinction, marquées par la réduction drastique des ressources et la destruction d'écosystèmes complexes.
Les mammifères ont ainsi pu persister dans des niches écologiques marginales, exploitant des habitats variés souvent peu concurrencés. À l'échelle mondiale, ils montrent un modèle de survie relativement généralisé, ce qui a permis leur diversification rapide à partir du Paléocène. Les reptiles présentent un tableau plus hétérogène. Si les dinosaures non aviens ont quasiment disparu, d'autres groupes ont traversé la limite avec succès. Par exemple, les crocodiliens, souvent semi-aquatiques, aux métabolismes opportunistes et aux comportements alimentaires flexibles, ont survécu à la crise. De même, diverses lignées de tortues, de lézards et de serpents ont persisté, parfois avec des modifications morphologiques et écologiques favorables à une résilience élevée. Leur capacité à gérer des périodes de stress prolongées, leurs faibles besoins énergétiques comparés aux mammifères ou dinosaures plus grands, et leur aptitude à exploiter une large gamme de milieux ont été des facteurs déterminants. Chez les poissons, la situation était également variée. Les poissons osseux, actinoptérygiens, particulièrement les téléostéens, ont globalement bien survécu et même prospéré dans l'ère suivant la limite KPG. Leur grande diversité morphologique et écologique a favorisé la colonisation de nouveaux habitats. En revanche, certains groupes, comme les poissons cartilagineux, chondrichtiens, montrent des taux d'extinction plus variables selon les régions et les niches. Les perturbations océanographiques, les modifications des écosystèmes marins et la perte de proies ont constitué des pressions sélectives importantes. De plus, la perte du phytoplancton en base de la chaîne alimentaire a profondément impacté les populations pélagiques. D'autres groupes d'invertébrés, comme les échinodermes, les mollusques benthiques et certains arthropodes marins, ont aussi connu un effondrement variable, reflétant la complexité des effets environnementaux. Les organismes à cycle de vie court, à forte reproduction et à forte capacité de dispersion ont en général mieux résisté, confirmant la tendance générale vers une survie biaisée par la flexibilité écologique. Un facteur important à considérer dans ces patterns est la sélectivité écologique liée à l'habitat. Les espèces habitantes des zones côtières ou peu profondes ont souvent été plus impactées que celles des milieux plus profonds, où les effets des perturbations se sont atténués ou différenciés dans leur temporalité. Par exemple, certains peuplements benthiques profonds ont montré une continuité relative, malgré globalement un appauvrissement. Par ailleurs, les différences régionales, influencées par la proximité de l'impact, l'intensité volcanique, ainsi que les particularités climatiques locales, ont modulé les taux d'extinction et les taux de survie. Cette variabilité spatio-temporelle ajoute une couche supplémentaire de complexité dans l'interprétation des données fossiles. En synthèse, l'étude des patterns de disparition et de survie des mammifères, reptiles, poissons et autres groupes autour de la limite KPG illustre que la crise fut à la fois sélective et nuancée. La survie fut favorisée par des caractéristiques biologiques spécifiques, telles que la petite taille, la plasticité écologique et la capacité à exploiter des niches variées. Ces dynamiques différenciées ont conditionné la reconstruction des écosystèmes au Paléocène et l'émergence progressive des faunes modernes. Ces observations nourrissent une compréhension enrichie des mécanismes de résilience face aux crises majeures, avec des enseignements cruciaux pour les défis écologiques d'aujourd'hui. Au cœur de la crise d'extinction de la limite Crétacé-Paléogène, KPG, l'histoire des oiseaux occupe une place à part, tant par leur incroyable survie que par les facteurs singuliers qui ont permis à leurs ancêtres de traverser un événement cataclysmique qui a décimé une grande partie de la vie sur Terre. Alors que les dinosaures non aviens ont disparu presque entièrement, les oiseaux, considérés aujourd'hui comme leurs seuls descendants directs, ont su résister et se diversifier dans le Paléocène qui suivit.
Cette situation unique suscite un intérêt particulier, car comprendre les raisons de leur survie éclaire non seulement le passé, mais offre aussi des clés sur les mécanismes d'adaptation face aux crises écologiques profondes. Tout d'abord, il est important de noter que les oiseaux du Crétacé tardif, également appelés avialiens, ne formaient pas un groupe homogène. Ils comprenaient plusieurs lignées, certaines plus proches des oiseaux modernes, d'autres plus primitives, voire arborant des caractères mixtes entre dinosaures théropodes et oiseaux. Malgré cette diversité, la majorité des lignées d'oiseaux non néornites s'éteignirent à la limite KPG, laissant comme survivants ceux qui présentaient des traits morphologiques et écologiques particulièrement adaptés. Parmi ces traits, la capacité de vol constitue certainement un atout majeur. Elle a offert aux oiseaux la possibilité de se déplacer rapidement sur de longues distances, d'échapper à des catastrophes locales et d'exploiter des niches variées, réduisant leur exposition au stress environnemental immédiat généré par l'impact et ses suites. Le vol est un mode de vie énergétiquement coûteux, mais il confère aussi une grande flexibilité dans la recherche de nourriture et d'abri. La taille corporelle des oiseaux survivants joua aussi un rôle déterminant. Les petites espèces, avec une importante surface corporelle, relative favorable aux échanges thermiques et un métabolisme rapide, ont mieux résisté. Leur moindre besoin en ressources alimentaires leur a permis de subsister dans un environnement où la chaîne trophique était sévèrement perturbée. Au niveau alimentaire, les oiseaux possédant une capacité d'omnivorie ou de détection rapide de ressources variées ont été avantagés. En s'adaptant à une alimentation éclectique, ils pouvaient exploiter des aliments diversifiés, allant des insectes aux graines, en passant par des charognes ou des petits invertébrés. Cette plasticité nutritionnelle a été un facteur important dans la survie. En outre, les capacités reproductives rapides avec des cycles courts ont facilité le redémarrage des populations après la crise. La nidification en colonie, la protection des jeunes et la sociabilité ont probablement contribué à maintenir des effectifs minimums malgré les pressions écologiques. Un autre facteur souvent mis en avant concerne les habitats préférentiels. Les populations d'oiseaux vivant dans des environnements variés, notamment les zones côtières, les milieux aquatiques ou encore les forêts fragmentées, ont pu bénéficier de refuges auprès desquels les perturbations furent moins sévères en comparaison des continents intérieurs. Parallèlement, la microstructure osseuse et les adaptations physiologiques des oiseaux ont nettement évolué, conférant une meilleure résistance aux changements climatiques rapides et à la pollution atmosphérique. Certaines études récentes suggèrent une capacité d'adaptation métabolique et respiratoire qui a pu jouer un rôle crucial durant les périodes de stress intense, comme l'hiver d'impact causé par la dissémination de poussière et aérosols. Enfin, il convient de souligner que la survie des oiseaux à la limite KPG a provoqué un bouleversement majeur dans l'évolution des écosystèmes terrestres. Libérés de la compétition avec les grands dinosaures non aviens, ces ancêtres donnèrent progressivement naissance à la diversité actuelle des oiseaux, occupant des niches écologiques insoupçonnées et contribuant activement à la restitution de la faune globalement appauvrie par l'extinction. Ainsi, les oiseaux représentent un cas exceptionnel d'adaptation réussie à une crise écologique majeure. Leur survie illustre la combinaison efficace de facteurs morphologiques, écologiques, physiologiques et comportementaux qui leur ont permis de franchir un des seuils les plus dramatiques de l'histoire de la vie. Cette compréhension fine de leur résilience offre un éclairage précieux sur la dynamique de survie des espèces face aux bouleversements planétaires. La reconstitution des environnements post-extinction autour de la limite Crétacé-Paléogène, KPG, repose essentiellement sur l'analyse minutieuse
des archives sédimentaires, véritables témoins des transformations majeures qu'a connues la Terre après cette crise biologique exceptionnelle. Ces archives permettent de comprendre comment les écosystèmes ont été affectés, comment la biosphère a réagi à l'effondrement brutal de nombreuses espèces et comment elle s'est recomposée dans les millions d'années qui ont suivi. Les sédiments accumulés dans les bassins océaniques et continentaux contiennent une variété de matériaux qui, correctement interprétés, restituent les conditions physiques, chimiques et biologiques des milieux post-extinction. Parmi ces matériaux figurent des restes fossiles d'organismes, des faciès sédimentaires, des indicateurs géochimiques et isotopiques, ainsi que des structures sédimentaires caractéristiques. Au niveau océanique, l'analyse des sédiments révèle une réorganisation importante de la vie marine. Juste après la limite K/P/G, on observe dans les dépôts une baisse notable de la biodiversité, avec l'effondrement drastique de groupes tels que les ammonites, certains foraminifères planctoniques et les coraux constructeurs de récifs. Cette perte a ouvert la porte à la diversification progressive de nouveaux groupes, notamment les foraminifères néocomiens et certains protozoaires marins, adaptés à des conditions changeantes. Ces changements s'accompagnent souvent dans les sédiments d'une augmentation de la matière organique et de marqueurs d'anoxie, témoignant de conditions de faible oxygénation et d'altération du cycle du carbone, probablement liées à des modifications du climat et de la circulation océanique. Sur les terres émergées, les sédiments post-K/P/G indiquent fréquemment une disruption des environnements forestiers, avec une destruction partielle ou totale des anciennes couverts végétaux. Cela se manifeste par des couches riches en charbon, signe d'incendies étendus, et par une diminution de la diversité palynologique, étude des spores et pollens fossiles. Les espèces végétales présentes au Crétacé disparaissent, au profit notamment des angiospermes pionnières, à croissance rapide, qui colonisent les milieux dégradés et créent des écosystèmes nouveaux. Cette dynamique est illustrée par des successions floristiques rapides dans les couches sédimentaires, attestant d'un renouvellement végétal dynamique, mais aussi de conditions climatiques fluctuantes. Par ailleurs, les sédiments contiennent des indicateurs isotopiques précieux, notamment des variations du rapport isotopique du carbone, D13C, qui signalent la perturbation majeure du cycle biogéochimique à l'échelle planétaire. Ces variations sont corrélées avec les changements dans la productivité biologique et l'évolution des communautés marines et terrestres. De même, les isotopes de l'oxygène, D18O, dans certains carbonates, restituent l'évolution des températures et des paramètres hydrologiques, indiquant souvent une instabilité climatique caractérisée par des épisodes rapides de refroidissement et de réchauffement. Les archives montrent également une accumulation progressive de sédiments plus stables et des structures géomorphologiques liées à la recolonisation des milieux, comme la formation de sols nouveaux et la réorganisation des réseaux fluviaux et littoraux. Ces indices témoignent des phases de reconquête écologique et de stabilisation des milieux après les perturbations initiales. Enfin, l'intégration des données paléontologiques et sédimentologiques révèle que la reconstruction des environnements post-extinction ne fut ni homogène ni linéaire. Elle s'est faite selon des rythmes variables, selon les régions et les types d'écosystèmes, souvent marqués par des phases successives de crise, d'adaptation puis d'expansion. En somme, les archives sédimentaires post-K/P/G sont une source unique d'informations sur la réaction de la Terre à une extinction de masse majeure. Elles traduisent une planète secouée, confrontée à une profonde réorganisation écologique, avec des cycles dynamiques de déclin et de renaissance. Ces connaissances ne sont pas seulement fondamentales pour retracer le passé, elles constituent également un outil précieux pour mieux anticiper les réponses des écosystèmes aux crises environnementales, contemporaines et futures.
Dans la section suivante, nous approfondirons les approches paléobotaniques, étudiant plus spécifiquement les modifications florales, la disparition des forêts et les évolutions des plantes qui ont jalonné cette période cruciale de l'histoire de la vie. L'étude des modifications florales à la limite Crétacé-Paléogène, KPG, apporte un éclairage précieux sur la nature et l'ampleur des perturbations écologiques qui ont affecté la biosphère à cette époque charnière. La végétation, en tant que fondement des écosystèmes terrestres, joue un rôle central dans la dynamique de survie et de recomposition des habitats. Les approches paléobotaniques, mêlant analyse palynologique, macroscopique et isotopique, révèlent des transformations profondes qui ont marqué la transition entre le Crétacé et le Paléogène. Avant la limite KPG, les forêts terrestres reposaient largement sur une biodiversité florale riche, dominée par une diversité d'angiospermes, plantes à fleurs, mais également par des gymnospermes, fougères et autres formes végétales anciennes. Les études palynologiques, basées sur l'analyse des spores et pollens fossiles, montrent une diversité élevée et stable, témoignant d'écosystèmes complexes et équilibrés. La catastrophe de la limite KPG a cependant engendré une chute brutale de cette diversité florale. Les couches sédimentaires immédiatement postérieures à l'impact sont caractérisées par une importante réduction du nombre et de la variété des grains polliniques, parfois qualifiés de désolation palynologique. Cette chute reflète la disparition massive des forêts anciennes, conséquence directe de la perte de lumière solaire due à l'obscurcissement atmosphérique provoqué par les poussières et aérosols issus de l'impact et du volcanisme du Dekkan. Parallèlement, les dépôts post-extinction affichent une domination temporaire de taxons pionniers, souvent des plantes herbacées et des angiospermes à croissance rapide, capables de coloniser rapidement les espaces ouverts et perturbés. Ces espèces au cycle de vie court et à la reproduction efficace ont pu s'adapter en premier lieu aux conditions hostiles, marquées par des incendies fréquents, un sol nu et des fluctuations climatiques. La disparition des forêts anciennes eut des effets en cascade. Le transfert d'énergie dans les écosystèmes, la régulation du climat local, les cycles de nutriments et l'habitat offert à la faune ont été profondément bouleversés. La sélection naturelle a donc favorisé une nouvelle composition florale, avec une diversification progressive des groupes végétaux adaptatifs. Au-delà de l'observation palynologique, les études de macrofossiles végétaux, tels que feuilles, bois et graines, complètent la compréhension en confirmant la disparition de certaines lignées et l'évolution morphologique et fonctionnelle des survivants. Ce renouvellement floristique a posé les bases des écosystèmes terrestres modernes. Les approches isotopiques appliquées aux restes végétaux fournissent des indices sur les conditions environnementales post-crise. L'analyse des isotopes du carbone, notamment, permet d'apprécier les variations de productivité végétale et les changements physiologiques induits par le stress climatique, tandis que celle des isotopes de l'oxygène renseigne sur la disponibilité en eau et les températures locales. Enfin, la reconstitution paléobotanique met en lumière la durée et la complexité du rétablissement des forêts. Si la végétation pionnière domine dans les premiers millénaires suivant la crise, les forêts matures et complexes ne réapparaissent que plusieurs centaines de milliers d'années plus tard, traduisant un processus progressif d'adaptation et de recomposition écologique. Ainsi, les approches paléobotaniques révèlent une extinction massive, synchronisée, avec une transformation radicale des écosystèmes végétaux, suivie d'une évolution dynamique, mettant en évidence la résilience et la capacité d'innovation de la vie face à des bouleversements planétaires. Ces enseignements sont fondamentaux pour comprendre non seulement l'histoire passée de la Terre, mais aussi les mécanismes d'adaptation et de vulnérabilité des plantes
dans le contexte des crises environnementales actuelles et futures. La prochaine section approfondira les implications plus larges de ces phases d'extinction pour la compréhension contemporaine des crises écologiques, en tirant des leçons précieuses de la fin du Crétacé. La crise d'extinction de la limite Crétacé-Paléogène, KPG, demeure l'un des événements les plus étudiés et emblématiques de l'histoire de la vie sur Terre. Elle offre un regard à la fois fascinant et crucial sur les mécanismes profonds et multiformes qui peuvent conduire à une extinction de masse. Mais au-delà de la compréhension des phénomènes passés, cette extinction majeure éclaire également les enjeux contemporains, notamment face aux crises écologiques et environnementales actuelles auxquelles notre planète est confrontée. Les leçons du Crétacé permettent d'abord de souligner la complexité inhérente aux grandes crises biologiques, qui résultent rarement d'un seul facteur isolé. L'extinction KPG illustre bien la multidimensionnalité des causes possibles, combinant un choc extraterrestre brutal, un volcanisme intense, des perturbations climatiques, des changements chimiques des océans, la déstabilisation des écosystèmes et la sélectivité des extinctions selon les traits biologiques. Cette perception multidisciplinaire éclaire nos recherches sur les crises actuelles, telles que le changement climatique rapide, la déforestation, la pollution généralisée et la perte massive de biodiversité. Elle rappelle que la simple accumulation de stress dans un écosystème peut le fragiliser profondément, le rendant plus vulnérable à une perturbation supplémentaire, potentiellement fatale. Par ailleurs, la reconstitution des événements de la fin du Crétacé souligne l'importance des rétroactions environnementales rapides, comme les phénomènes d'obscurcissement atmosphérique, d'acidification des océans ou de fluctuations climatiques brusques. Ces phénomènes montrent que des mécanismes physiques et chimiques peuvent amplifier les effets biologiques, provoquant un effet domino. Aujourd'hui, une compréhension fine de ces rétroactions est essentielle pour anticiper les conséquences des émissions de gaz à effet de serre et autres perturbations humaines sur la stabilité des climats et des océisystèmes. La sélectivité observée dans l'extinction KPG, où certains groupes ont disparu alors que d'autres ont survécu, invite à envisager la nature des espèces et des écosystèmes vulnérables aujourd'hui. Les organismes à grande taille, spécialisés et présentant une faible capacité d'adaptation écologique sont souvent les plus menacés, ce qui reflète les tendances actuelles documentées dans les crises contemporaines. La compréhension de ces facteurs renforce la nécessité de stratégies de conservation ciblées, fondées sur la connaissance des vulnérabilités écologiques et génétiques. En outre, l'étude des environnements post-KPG offre un espoir significatif. L'histoire de la Terre montre que la vie a une remarquable capacité de résilience et d'innovation, capable de se reconstruire même après des crises catastrophiques. Cette dynamique de reconquête écologique inspire à envisager des scénarios optimistes où la restauration des habitats et le maintien de la biodiversité peuvent inverser les tendances actuelles. Toutefois, elle souligne aussi le caractère lent et fragile de ces processus, incompatibles avec des pertes rapides et irréversibles. Enfin, la recherche sur la crise de la fin du Crétacé met en exergue la pertinence des archives géologiques et biologiques dans l'évaluation des risques futurs. Ces archives sont des témoins irremplaçables de la réponse du vivant à des crises majeures, permettant de calibrer modèles et hypothèses pour les prédictions climatiques, écologiques et évolutives. En combinant ces données historiques avec les observations actuelles, les scientifiques peuvent mieux guider les décisions politiques et les actions de sauvegarde de la planète. Ainsi, les leçons de la fin du Crétacé ne sont pas simplement un retour dans le passé, mais une source d'enseignement vivante, éclairant les défis écologiques contemporains et futurs. Elles invitent à développer une approche intégrée
multidisciplinaire et proactive, pour protéger la biosphère. Conscient que l'histoire de la Terre est jalonnée de crises, mais surtout de reconstruction, et que notre responsabilité est d'orienter ce fragile équilibre vers la pérennité. La prochaine et dernière section de cette série proposera une synthèse de ces connaissances, clarifiera les incertitudes persistantes et pointera les perspectives de recherche qui permettront d'approfondir encore notre compréhension des extinctions de masse et de leurs implications. À l'issue de cette vaste exploration consacrée à l'extinction de la limite Crétacé-Paléogène, il apparaît clairement que la compréhension complète de cet événement majeur exige une approche intégrée, multidisciplinaire et nuancée, reflétant la complexité des mécanismes en jeu et la richesse des données accumulées au fil des décennies. Loin d'une explication simpliste et univoque, la crise KPG est le fruit d'une conjonction dynamique d'événements cosmiques, tectoniques, climatiques et biologiques, qui se sont combinés pour façonner l'une des plus grandes extinctions massives de l'histoire de la Terre. Le rôle central reconnu de l'impact de Chicxulub reste fondamental, son choc cataclysmique déclenchant une cascade immédiate de conséquences environnementales, telles que les feux globaux, l'obscurcissement de l'atmosphère et un refroidissement planétaire brutal. Aux côtés de cet événement focal, le volcanisme intense des Traps du Deccan, par ses émissions colossales de gaz et d'aérosols, a joué un rôle primordial, instaurant un stress chronique sur la biosphère, avant, pendant et après l'impact. Ces phénomènes se sont imbriqués dans un tissu complexe de modifications climatiques, océaniques, chimiques, jusqu'à perturber profondément les chaînes alimentaires et la biodiversité. Néanmoins, malgré ce corpus considérable de connaissances, de nombreuses incertitudes subsistent. La synchronisation précise entre les phases d'éruption et l'impact reste débattue, tout comme l'importance relative de chacun de ces facteurs, dans différentes régions et pour différents groupes taxonomiques. Les limites méthodologiques des datations, les différenciations spatiales et l'accès conditionné aux archives fossiles freinent une compréhension exhaustive et homogène. Par ailleurs, le détail des mécanismes biologiques sous-jacents à la sélection des survivants et à l'effondrement de certaines populations reste à préciser. La résilience d'espèces spécifiques, la dynamique des écosystèmes après la catastrophe et les rétroactions écologiques complexes nécessitent des études toujours plus fines, incluant les avancées de la biologie évolutive, de la modélisation écologique et de la paléogénomique. Les perspectives futures de recherche s'orientent donc vers une intensification des approches interdisciplinaires, favorisant la collaboration entre géologues, paléontologues, climatologues, modélisateurs et biologistes. Les progrès technologiques, comme les analyses isotopiques haute résolution, la tomographie sismique avancée ou la synthèse de bases de données paléobiologiques mondiales, permettent d'affiner la chronologie et d'explorer les impacts à différentes échelles temporelles et spatiales. La construction de modèles climatiques et biologiques intégrés, prenant en compte les impacts conjoints de l'astronomie, de la géodynamique et des réponses biologiques, seront cruciaux pour élucider les multiples facettes de cette extinction emblématique. De même, la comparaison avec d'autres extinctions majeures et les crises environnementales actuelles ouvrent des perspectives profondes, invitant à une réflexion globale sur la fragilité et la résilience de la biosphère. Ainsi, l'étude de l'extinction KPG, riche en enseignements, témoigne de la complexité des processus planétaires et vivants, incitant à une vigilance renouvelée vis-à-vis des menaces environnementales. Elle invite aussi à un respect accru de la dynamique de la vie, à la fois impressionnante dans sa capacité d'adaptation et vulnérable face aux bouleversements rapides. Ce cheminement scientifique encore en pleine évolution promet de nous révéler de nouvelles facettes de cette énigme majeure,
élargissant notre connaissance du passé et éclairant la trajectoire future de notre planète et de sa vie.